Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast Auto Hebdo Outlap, votre tour de sortie du week-end. Les amis, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro, le 9e déjà, 9 comme le nombre de titres mondiaux décrochés en rallye par Sébastien Loeb. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'Alsacien sera au cœur du débat aujourd'hui, mais d'abord pour m'accompagner, j'accueille Dorian Grangier et Gonzalo Forbes, les couteaux suisses de la rédaction. C'est simple, ils savent tout faire, ils peuvent parler de tout les intéresse. Comment allez-vous, messieurs ? Ça va très bien, et toi, Jérémy ? Ça va très bien, merci Dorian. Gonzalo ? On pouvait pas rêver de meilleure introduction pour commencer la semaine. Aujourd'hui, messieurs, on va parler de Sébastien Loeb, hein, comme je l'ai dit, qui a terminé deuxième du rallye du Maroc. Voilà, le rallye préparatoire au Dakar, hein, qui aura lieu début janvier, à partir du 3 janvier. Voilà, une plutôt belle performance pour Sébastien Loeb, voilà, qui termine deuxième à 5 grosses minutes de Nasser Al-Attiyah. Il a été victime d'un accrochage un peu dans les dunes en tout début de rallye. Ils ont cassé une biellette, ils ont perdu 7 minutes là-dessus. Il termine deuxième avec 2 temps scratch, le tout avec un nouveau constructeur Dacia. C'est plutôt une bonne chose. Commençons par ça d'ailleurs, si vous le voulez bien. Dacia qui faisait ses grands débuts en rallye raid. Et c'est la première fois qu'un constructeur gagne en compétition voilà, pour sa première officielle dans un championnat. Qu'en avez-vous pensé, messieurs ? C'est très impressionnant parce que oui, un nouveau constructeur, quand il arrive, en général, c'est plus pour apprendre, pour identifier les problèmes, surtout avant le Dakar. Là, tout de suite, un doublé. Bon, après, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous disaient, même avant le départ du Rallye du Maroc, que Dacia est performant. Il faut rappeler que la base, c'est le Hunter ProDrive, donc qui a déjà roulé de nombreuses années avant. Avec lequel Loeb a roulé les 4 derniers Dakar. Exactement, qui était une voiture qui était très rapide, qui était assez fragile mais très rapide, donc Dacia a essayé de la fiabiliser. Faut pas oublier que ce sont les mêmes équipages. On a Al-Attiyah qui avait découvert le Hunter l'année dernière, on a Loeb, ça fait des années qu'il roule avec cette voiture. Donc les mêmes ingénieurs, les mêmes mécaniciens, on sait que c'est Alpine Racing qui a un petit peu chipoté tout ça pour fiabiliser, pour rendre la voiture encore plus performante. Mais voilà, ça reste quand même impressionnant parce qu'il fallait se mettre en route, il fallait aussi que pour l'image de marque performer dès le début, ça va les rassurer, notamment en vue du Dakar. On a entendu que Tiffany Snarr, qui est la directrice de l'équipe, a dit que les problèmes avaient été identifiés, qu'ils ont maintenant 1 mois pour régler ça avant que les voitures partent en Arabie Saoudite. Oui, elles partent très tôt, je crois, par fret de bateau. C'est ça, oui. En plus, avec les tensions qu'il y a dans la région, il faut prévoir un peu toutes les situations. Mais c'est très impressionnant. Loeb, il perd un peu cette victoire à cause de ce petit contact qui casse la biellette et où il perd une dizaine de minutes. Mais c'est très prometteur pour le Dakar, effectivement. Gonzalo, un avis similaire ? Est-ce que tu as été impressionné par ce que tu as vu globalement par Dacia faire 1 et 2, parce qu'on parle de la victoire, mais il y a doublé au final quand même. Exactement, il y a doublé. C'est une très belle prestation pour entamer le nouveau projet, on va dire, entre guillemets, parce que c'était la première sortie officielle en doublé de RC. Impressionné pas à 100% parce que c'était un terrain qu'ils connaissaient déjà pas mal. Ils avaient fait 3 grosses sessions de tests en privé, forcément de développement, dans le désert marocain, notamment avec Loeb Al-Attiyah à chaque fois, où la voiture avait déjà très très bien répondu. Comme disait Dorian, les problèmes de fiabilité ont été résolus quasiment, à part les petits malheurs de Loeb au début. Mais ce qu'on a vu du Sandrider, c'est que du premier jour jusqu'au dernier, il a toujours marché. Al-Attiyah, c'est là où c'est la bonne recrue pour moi, parce que c'est l'expérience. Contrairement à Loeb qui va parfois un peu trop attaquer, parce qu'il va aller chercher ce Dakar. Parfois, il va prendre plus de risques. Là où Al-Attiyah est un peu plus intelligent, mais parce qu'il a déjà gagné le Dakar. Intelligent dans le sens lecture de course. Gestion aussi, c'est ça, gestion, parce que Loeb, ça reste quelqu'un de très intelligent. Pour moi, oui, là, ils ont trouvé un très bon duo complémentaire, je pense. S'il y en a un qui marche pas au Dakar, il va jouer la mule de l'autre, comme avait fait Sainz chez Audi, etc. Donc, je me dis que c'est un bon point de départ. C'est encourageant, mais de là à en faire déjà des favoris, pour le moment, gardons les pieds sur terre. On précise également que Ford était présent aussi sur ce rallye du Maroc et il n'était pas considéré en compétition au niveau du classement, mais ça devrait être aussi globalement des concurrents pour Dacia. Est-ce que vous en voyez d'autres aussi un petit peu pour ce Dakar ? Pour moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas un plateau aussi concurrentiel en rallye raid, parce qu'on a Ford avec Carlos Sainz qui ont tout de suite, dès leur première sortie aussi, été très impressionnants. Sainz signe un temps scratch notamment.
On a Mini avec leur nouvelle recrue Guillaume de Mévius qui continue d'impressionner. Il fait un bon rallye. Il fait un très bon rallye. Il perd la 2e place sur le fil dans la dernière spéciale. Et on a toujours Toyota. Il faut jamais oublier Toyota. On sait que les Hilux sont increvables. On va essayer de... Comment dire, on les flatte un peu parce que c'est vrai que Toyota c'est l'expérience et leur 4x4 il est vraiment très impressionnant au niveau de la fiabilité. C'est pas le plus rapide mais en tout cas c'est un des plus fiables. Donc on a 4 constructeurs qui vraiment peuvent viser la victoire. Maintenant encore une fois le Rallye du Maroc c'est rien du tout à côté du Dakar. Le Dakar il y a beaucoup plus d'enjeux, les étapes sont plus longues, plus cassantes. L'épreuve est surtout beaucoup plus longue, elle dure 2 semaines. 3 fois plus de distance. Exactement, on va avoir des épreuves marathon, on va avoir des épreuves un peu spéciales sur le Dakar. Donc on va avoir une lutte à 4 qui va être très intéressante. Je vois pas de favori qui ressort aujourd'hui, même si Dacia a fait le doublé, c'est vrai que c'est encore un peu tôt. Comme l'a dit Gonzalo, c'est un terrain qu'il connaissait très bien des essais. Donc à voir. Là vraiment, ça va, comme disait Fabien Lurquin en conférence de presse juste après l'arrivée du Rallye du Maroc, ça va jouer sur des détails. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi hypé, on va dire, pour un Dakar que celui qui arrive là en janvier. Et globalement, qu'avez-vous pensé de la performance de Sébastien Loeb ? On va zoomer un petit peu plus maintenant sur le pilote français. Moi, j'ai l'impression qu'au Maroc, il a fait un petit peu comme au Dakar l'année dernière, ralenti sur les premières étapes, puis irrésistible dans la foulée, mais insuffisant finalement pour ramener la victoire. Gonzalo, est-ce que l'analyse est à peu près bonne ou qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est ça. Ça a commencé forcément du mauvais pied avec cette casse dès le début. Mais derrière, on a vu que dès que la voiture marche et qu'il la comprend, qu'il l'a totalement en main, derrière, ça déroule comme il a fait au Dakar quand il avait gagné 4 ou 5 spéciales de suite. L'année dernière, il en avait même remporté 7, il me semble, sur l'ensemble du Dakar. Évidemment, il jouait plus le général quasiment, parce qu'une fois on rallyerait dans le général, quand tu as 5-10 minutes d'avance, tu es plus sur la gestion qu'autre chose, et c'est plus aux chasseurs de t'attaquer vraiment. Sur la performance pure, il n'y a rien à dire. Après, à quel point Nasser Al-Attiyah était à 100% à partir du moment où il avait déjà fait un bon écart avec De Mévius et ensuite Loeb, parce que c'est De Mévius qui était initialement le premier chasseur. Mais dans l'ensemble, Loeb a montré, il a eu sa casse le premier jour, et derrière, il y a eu plus d'erreurs. Il a plus perdu de temps, grosso modo, de la semaine. Donc ça fait 4 bonnes étapes derrière pour lui, avec 2 temps scratch. Donc il y a de la vitesse. Le Dacia semble répondre à la fiabilité, pas de souci là-dessus. Après, comme vous l'avez dit, là on était sur 5 jours de compétition, sur des étapes assez rapides, assez courtes entre guillemets. Là on va passer sur 3 semaines, avec des nuits dans le désert, les 48 heures chrono, tout ça. À voir comment déjà le Dacia va répondre sur 3 semaines de compétition quasiment, et surtout est-ce que Loeb va tenir, surtout s'il part du bon pied cette fois. Et voyons si... Imaginons, mettons-nous de ce côté-là, ça commence bien, à quel point il sera capable de tenir sur la durée. Je trouve ça fou quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais de voir qu'il y a parfois, sur ces rallye raids, je veux dire, ça se passe dans un désert immense, avec vraiment, l'immensité dans tout ce que ça représente. Et quand même les pilotes arrivent à s'accrocher. Je trouve que c'est quand même... Alors forcément il y a des dunes qui empêchent la visibilité et tout ça, mais c'est quand même fou de voir des choses comme ça encore. Ça montre à quel point c'est un sport très imprévisible, une discipline imprévisible quand même. C'est ça, puis en fait au rallye raid on suit beaucoup parce que l'essentiel pour aller le plus vite possible c'est de suivre les traces, notamment quand on part derrière. Donc les accrochages finalement ça peut arriver, c'est vrai que c'est un peu étrange de dire ça quand on a toute la place disponible, mais c'est vrai qu'on voit souvent des scènes où on a 2-3 voitures qui sont au coude à coude, mais pas forcément des Ultimate, donc qui est la catégorie reine, hein. On a aussi des SSV, des Challenger. Par exemple Loeb il s'est accroché avec un SSV, il s'est pas accroché avec un concurrent direct. Donc c'est vrai que qui était lui-même arrêté, c'est ça, en difficulté. Exactement, mais ça peut arriver. C'est des fois avec le dune, comme tu l'as dit, Jérémy, on n'a pas la visibilité. Ça se trouve il y a une voiture qui est juste derrière et on la voit au dernier moment. Ça arrive, c'est le sport auto. C'est ça, et je crois que c'est De Mévius. Non, c'est Nasser Al-Attiyah qui disait que forcément dépasser c'est pas forcément facile dans le sens où il faut s'écarter, sortir de la trajectoire. Et quand on est proche d'une voiture dans le désert, il y a beaucoup de sable et beaucoup de poussière qui est soulevée. C'est ça. Donc c'est assez dur de juger la distance, la vitesse à laquelle nous on arrive. Enfin nous, les pilotes arrivent et celui qui est en face à laquelle il roule. Donc c'est soit se décaler, perdre de la vitesse et ensuite perdre du temps pour le dépasser,
ou alors on tente le tout pour le tout, et parfois quand on tente le tout pour le tout, le taux de risque est plus élevé, et donc plus élevé, plus de chances de contact. Puis on l'a vu notamment au prologue, on a vu que Sébastien Loeb était tombé limite dans une crevasse, comme quoi des fois ça peut jouer à quelques mètres, mais si on sort de la trajectoire des traces qui sont déjà établies, on peut perdre un rallye, et c'est ce qui lui arrivait, heureusement c'était en prologue, donc pas de conséquences au niveau du chrono, mais voilà, et sur un Dakar ça peut être très 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 coûteux. Est-ce que les résultats, notamment des temps scratch de la semaine et surtout sa pointe de vitesse démontrée au Maroc, est-ce que tout ça fait de Sébastien Loeb tout simplement le favori au niveau des pilotes? Ça grince à ma droite, Gonzalo. C'est toujours le mot favori qui est compliqué, surtout pour Loeb. À chaque fois, c'est des deuxièmes places. On dit cette année c'est la bonne. Au bout de 2 jours ça casse et derrière il gagne des étapes, mais c'est déjà trop tard. Et quand même au moins il nous tient en haleine. On se dit est-ce qu'il va réussir sa remontada? C'est ça. Bon là il y a le résultat hyper encourageant de Dacia avec le doublé. Il finit à 5 minutes de Nasser Al-Attiyah si je dis pas de bêtises. Forcément on a envie d'y croire. On a envie aussi qu'il y arrive parce que franchement il le mérite en soi. Après ces épopées en rallye, le rallye raid, franchement, des 2e, des 3e places, souvent là, alors que c'est vraiment pas son terrain de jeu, face à des experts comme Sainz ou Nasser, pour moi, il est quasiment au même niveau. Je dirais pas favori pour pas lui porter la poisse, mais je dis prétendant très sérieux. Si on mettait les étoiles comme on a l'habitude de faire à Auto-Hebdo, je le mettrais dans les 3, pour sûr. Mais je dirais pas qu'il est favori. Il y a d'autres 3 étoiles. Oui. Parce Dorian. Que je vais avoir un avis encore plus tranché. Pour moi, il est pas favori. Ok. Non, pour la simple raison que je pense que Nasser Al-Attiyah avec les mêmes armes part favori lui aujourd'hui. Ouais. De par son expérience. De par son expérience, de par sa vision de course, sa gestion de course. Ça sera jamais le mec qui va aller aligner les temps scratch comme fait Loeb, mais c'est celui qui sera le plus régulier, qui va essayer d'éviter au maximum les pépins mécaniques, les pièges, etc. Là au Maroc il en prend qu'un seul le premier et derrière c'est gestion. Ça cruise. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut faire en fait sur le Dakar, parce que de courir après le chrono comme le fait Loeb très souvent, ça lui arrive, ça lui arrive même quasiment à chaque Dakar. Ça fonctionne bien, mais le problème c'est que c'est très stressant, et on l'a vu l'année dernière, il a couru après le chrono tout le long et on a cru qu'il pouvait revenir, et finalement dans l'avant-dernière spéciale ou dans la dernière je m'en souviens plus trop, il casse et il perd encore beaucoup de temps. Donc pour moi c'est Al-Attiyah qui à voiture égale, arme égale est le favori. Loeb c'est le gros outsider, mais j'enlèverai pas Carlos Sainz de l'équation. Ouais. Parce que malgré son âge, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré la nouvelle Ford et tout, pour moi ça reste un excellent pilote de rallye raid. Et accessoirement le tenant du titre. Et accessoirement tenant du titre. Donc ouais. Et j'ai pas envie que Loeb lui aussi parte avec ce statut de favori, dans le sens où, alors il a 50 ans, donc vous allez me dire la pression, c'est derrière lui tout ça, il a plus rien à prouver quoi que ce soit, mais j'ai pas envie qu'il parte avec ce fait de se dire ok, Dacia a gagné le rallye du Maroc, donc Dacia part légitimement favori, ce qui est pour moi pas encore vrai. C'est trop tôt pour le dire, et il faut pas qu'il se mette dans un état d'esprit où il a plus à perdre qu'à gagner. Aujourd'hui pour moi il a tout à gagner, voilà. Donc il est outsider, pas favori. Dans notre édition d'Auto-Hebdo, le magazine qui sera en ligne au format numérique ce soir, ce lundi soir, et puis mercredi en kiosque, comme d'habitude. Alors, évidemment un gros dossier sur le rallye du Maroc. On avait Mehdi Cazoran-Vergès, qui est notre spécialiste rallye raid et qui était envoyé spécial au Maroc, qui écrit justement dans cette édition: le rallye raid est le seul sport automobile où celui qui l'emporte est davantage le concurrent ayant solutionné les problèmes le plus vite, navigation, mécanique en souffrance, plutôt que le plus rapide en performance pure. Je pense que ce que dit Mehdi, c'est qu'il est globalement d'accord avec vous sur le fait que ça va peut-être être compliqué pour Sébastien Loeb sur le papier d'être considéré comme le principal favori. Après, on parle beaucoup de l'expérience d'un Carlos Sainz, d'un Nasser Al-Attiyah. Je suis désolé, quand on prend le départ d'un 9e Dakar, on n'est pas rookie non plus. C'est vrai que là, l'excuse de l'inexpérience c'est plus valable, mais c'était déjà plus valable l'année dernière, il y a 2 ans. Sans moi, au bout du 5e, 6e Dakar, on a déjà l'expérience suffisante pour prétendre à la victoire.
Je pense que Loeb, il a toujours cet état d'esprit de vouloir donner le maximum, c'est un pilote de WRC, hein, le maximum à chaque fois. Et être proche de la limite à 99%, là où peut-être d'autres vont être à 95 ou à 90. Voilà, c'est ça. Quand un Sainz ou un Alatia va toujours rouler à 80-90%, mais va éviter la casse et les pièges. D'ailleurs, tu parles de 80-90%. Alors, je sais pas si c'est une espèce de jeu médiatique ou pas. C'est quelqu'un d'assez politique aussi, Nasser Al-Attiyah. Mais il a quand même dit, notamment au micro de Mehdi, je n'ai même pas été à fond sur ce rallye du Maroc. Ça peut vouloir dire aussi à la fois ce que tu disais, Dorian, hein, sur le côté gestion, et ce que tu disais aussi, Gonzalo, le fait que à partir du moment où les principaux concurrents ont eu des soucis très tôt, ça sert à rien d'aller se mettre couteau-gorge et de danser dans les dunes. L'idée, c'était, j'imagine, de les passer sans encombre, et donc forcément ça a dû l'aider. Il y a une autre question qui se pose, peut-être forcément, vous allez me dire, messieurs. Sébastien Loeb, la dernière fois qu'il avait roulé en rallye raid, c'était au Portugal en avril dernier, et encore c'était même pas en catégorie Rennes, là où Nasser Al-Attiyah, lui, a fait absolument toute la saison. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer un rôle quelque part dans le résultat à la fois du rallye du Maroc, mais aussi forcément du Dakar? Sur le papier, Nasser, oui, forcément, le résultat est moins choquant dans le sens où il est mieux préparé dans l'année. Après, je pense que quand on arrive au Dakar, on remet tous les compteurs à zéro, sachant tous les tests qu'il y a eu en privé. C'est une nouvelle voiture, c'était la première compétition avec la voiture, donc sur ce côté-là, je pense que Nasser et Sébastien Loeb étaient quasiment au même niveau. Certes, il y avait le côté saison plus chargée pour Nasser qui a fait toute la saison et qui allait chercher le titre. Pour moi, non, c'est pas une question de préparation. Forcément, si la préparation est importante, mais en arrivant au Dakar, on remet les compteurs à zéro, peu importe ce qu'on a fait l'année dernière, et ça sera 3 semaines de guerre totale. Et derrière, c'est pour ça qu'on voit à chaque fois la saison se joue. Malheureusement, c'est un peu le côté là de cette discipline, tout se joue sur 3 semaines au Dakar. La dernière fois, l'endurance aux 24 heures du Mans. C'est ça, la dernière fois, il y avait les frères Argentin en moto, les frères Benavides. Il y en a un qui est champion du monde de rallye Rennes et l'autre qui est champion du Dakar. Et ils disent, est-ce que vous échangez les titres, est-ce que tu lâches le Dakar pour être champion du monde? Et l'autre, il dit, jamais de la vie, en fait. Donc c'est pour ça, tout va être mis sur le Dakar, et voilà, quoi. Dorian, est-ce que Sébastien Loeb doit impérativement faire toute une saison pour pouvoir enfin gagner le Dakar? Pas forcément. Pour moi, c'est pas nécessaire, parce que comme l'a dit Gonzalo, le Dakar c'est tellement différent, c'est tellement une grosse épreuve avec toute la pression médiatique, sportive qui est autour. C'est un peu, à titre de comparaison, c'est un peu comme les 24 heures du Mans en endurance. C'est l'épreuve que tout le monde veut gagner, et même des fois on a des voitures qui participent pas à la saison de WEC en entier et qui vont aller jouer à la victoire aux 24 heures du Mans. Et pour moi, le Dakar c'est à peu près pareil. Tant qu'on est bien préparé avec des essais privés, 1 ou 2 épreuves de rallye raid en amont, donc le Maroc c'est un entraînement idéal parce qu'on est dans des dunes, dans un désert, qui a un environnement qui est relativement similaire à l'Arabie Saoudite. Donc non, pas forcément. Après c'est sûr que d'engranger de l'expérience sur différents terrains, notamment au niveau de la navigation, je pense que c'est plus important qu'au niveau du pilotage pur. Oui, ça peut aider. Après, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, Loeb, ça va être son 9e Dakar. Son copilote Fabien Lurquin est très expérimenté aussi. Les deux, ils se connaissent, ça fait déjà plusieurs années qu'ils collaborent, donc voilà, aujourd'hui, pour Loeb, il y a plus une question de gestion de course, à peut-être aller un peu moins vite au début, ne pas trop se presser, quitte à perdre un peu être capable d'accepter de pas rouler vite. Voilà, c'est ça, accepter d'être à 80% et éviter les pièges, quoi, tout simplement. En tout cas, on va être évidemment chauvin et on va souhaiter bonne chance à Sébastien Loeb et à Fabien Lurquin, du coup, et en espérant qu'ils nous régalent au Dakar. Messieurs, on va passer très rapidement aux questions de la semaine que nos lecteurs et notamment nos internautes nous posent. On a eu quelques questions cette semaine, mais il y en a 2 qui ont retenu un petit peu mon attention, notamment celle de Mini 41. Qui pose cette question: doit-on considérer que Lawson a déjà sécurisé son baquet pour 2025? Je précise juste en contexte qu'il a officiellement signé pour les 6 dernières courses de la saison avec Racing Bulls. Aucune communication n'a été faite pour l'année prochaine. Dorian, peut-être, est-ce que tu serais en mesure de répondre à cette question?
pour moi, oui, il aura sa place en 2025. Parce que sinon, ça n'aurait aucun sens d'avoir remplacé Ricciardo en cours de saison. La question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'il va avoir son baquet. Pour moi, ces 6 Grands Prix serviront de test pour Lawson et pour Red Bull pour savoir est-ce qu'il a le niveau pour aller directement chez Red Bull. On précise quand même que Perez, même s'il a une prolongation de contrat, il est vraiment sur la sellette et son avenir n'est pas du tout sécurisé chez Red Bull. Donc c'est savoir si est-ce que Lawson a déjà le niveau pour aller accompagner Verstappen l'année prochaine, ou est-ce qu'on va commencer doucement et on va le conserver chez Racing Bulls pour 2025. Aujourd'hui, toutes les options sont possibles, même un Tsunoda qui monte chez Red Bull paraît possible. On a Helmut Marko qui a récemment déclaré que... On sait pas si c'est politique ou pas, pour pas froisser Honda. Peut-être qu'il est un peu obligé aussi, parce que ça reste quand même aujourd'hui le pilote de sa filière qui est le plus performant, finalement. Donc c'est vrai que ne pas considérer Tsunoda pour un baquet Red Bull, ça paraît très étrange. D'après les infos qu'on avait récoltées, côté F1 à Auto Hebdo, il y avait quand même quelque chose d'assez important au sujet de Tsunoda qui peut expliquer le fait qu'il soit rarement dans les discussions pour Red Bull. C'est que les pontes de la marque, je parle bien de la marque et pas de l'écurie, n'ont pas trop apprécié lorsqu'il hurle dans la radio, et notamment en Autriche, à la maison au Red Bull Ring. Ça, je sais que ça a pu faire quelque chose. Ça n'a pas joué en sa faveur. Et on rappelle quand même qu'on a un Verstappen aussi chez Red Bull. Donc si on devait avoir 2 pilotes, on en avait déjà parlé dans un podcast précédent, mais si on devait avoir 2 pilotes qu'il faut gérer à la radio au niveau du langage notamment, un peu impulsif. Ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Après, pour revenir sur Lawson, ces 6 grands prix là, il faut pas qu'il les prenne à la légère non plus. C'est pas parce qu'il a obtenu ce qu'il attendait toute la saison, c'est-à-dire une place de titulaire pour terminer la saison. C'est pas parce qu'il l'a aujourd'hui qu'il l'a obtenu que il faut qu'il se repose sur ses lauriers. Il faut qu'il fasse comme l'année dernière, c'est-à-dire prendre limite Grand Prix après Grand Prix, vraiment attaquer, vraiment quitte à je vais dire faire des erreurs, ça peut arriver à tout le monde, notamment aux jeunes pilotes. Mais se montrer sur son meilleur jour, avec beaucoup de vitesse. C'est ça. Okay. C'est plus au niveau du rythme. On va le comparer notamment en qualification. Je pense que ça sera là où le point de comparaison sera le plus intéressant avec Yuki Tsunoda. Et voilà, il a toutes les cartes en main pour avoir un bel avenir dans la famille Red Bull. Donc, à lui de jouer. C'est des grands prix qu'il n'a pas disputés l'année dernière. Il a peut-être fait Losail au Qatar. Il a fait Losail, oui, c'est sorti d'ailleurs au premier tour de la course sprint. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il a quasiment jamais roulé sur les 6 dernières courses de la saison. Donc il aura aussi une phase d'apprentissage. Il connaît Abu Dhabi quand même, forcément. Il y a fait des tests aussi en F1. C'est ça. Donc à lui de jouer, tout simplement. Deuxième et dernière question, ça tombe bien que tu sois là, Gonzalo, puisque c'est toi qui es notre expert formule de promotion, puisque c'est une question qui concerne la Formule 3 et Dams. On a vu que l'écurie Mansell a été officialisée sur la grille de la Formule 3 alors qu'elle n'y était pas depuis la création du championnat en 2019. Thibaut nous demande quel est l'intérêt pour Dams de rejoindre la grille de la Formule 3. On rappelle, côté monoplace, il n'était présent jusqu'alors qu'en Formule 2. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour eux, parce que ça faisait pas mal d'années qu'ils cherchaient à intégrer le cercle de la F3, mais on sait que c'est des périodes de 3 saisons à chaque fois, qu'il y a des sortes d'appels d'offres pour voir on achète des droits d'entrée pour remplacer une équipe. Bon, il y a la porte qui s'est ouverte grâce au départ de Yenzer. On savait en France qu'il y avait Dams et RaceGP qui prétendaient à la F3 et Race à chaque fois qu'il s'arrête à la formule régionale, on va dire aujourd'hui. Quel est l'intérêt de Dams en F3 ? Tout d'abord déjà économique, parce que au lieu de vendre qu'un seul projet en F2, on va aujourd'hui aller pouvoir chercher des clients pour la F3, notamment des nouveaux pilotes pour la F3, ce qui est déjà pas mal quand on sait les coûts qu'on atteint aujourd'hui en monoplace. On commence déjà à dépasser le million et demi en F3. Alors qu'on parle quand même d'un calendrier de dimanche sur la saison, certes, qui s'exporte. Il y a l'Australie maintenant, il y a plus de visibilité avec les réseaux sociaux, il y a un peu l'effet Drive to Survive qui s'est exporté à la F3. Et un autre point qui est très important pour eux, c'est d'être présent dans les deux catégories. On savait déjà que Bruno Michel cherchait à avoir cet équilibre entre la F2 et la F3. Bon, en F2 il y a 11 équipes, en F3 il y en a 10. Mais les 10 qui sont en F3 aujourd'hui avec Dams justement sont en F2, à part Invicta qui est la seule intruse, on va dire. Ouais.
Donc, qu'est-ce que ça leur permet à Dams? C'est qu'aujourd'hui, d'avoir une sorte d'académie, entre guillemets, dans le sens où ils vont pouvoir aller chercher des pilotes plus jeunes, qui vont sortir de la formule régionale ou qui vont faire le saut de la F4 italienne à la F3 directement. Et là où, par exemple, fait Prema sa force, les Beganovic, les Mini, en général, ils suivent un peu tous le même processus. Les Biermann, on fait la F3 avec Prema, où ça marche très bien généralement, et ensuite on monte en F2, encore avec Prema. Là où Dams aujourd'hui, elle a un peu tendance en F2 à aller chercher des redoublants ou tenter des paris qui sont pas forcément garantis ou des talents bruts naturels. Donc là, elle pourra installer une sorte de pool en F3. Et si ça marche bien en F3, de les faire monter avec eux et de les garder dans son sillage, dans son concon, et potentiellement grandir avec eux et pourquoi pas retrouver les sommets. On a parlé de Prema, saluons aussi ART Grand Prix qui arrive d'ailleurs déjà en Formule 4 italienne et qui du coup va boucler la boucle de la monoplace et se mettre dans ce schéma-là. Donc c'est forcément une bonne nouvelle aussi pour le sport auto français. Et j'aimerais avoir un mot aussi, si vous me le permettez, pour l'écurie R-Ace GP, l'écurie vendéenne de Thibaut de Mérindol. Voilà, on sait, Thibaut nous a souvent dit par le passé qu'il aimerait forcément pouvoir aussi intégrer la F3 et la F2. C'est vrai que pour l'instant, le frein principal, c'est, comme tu l'as dit, Gonzalo, le fait que Formula Motorsport Limited, le promoteur de la F2 F3, souhaite qu'il y ait une continuité entre la F2 et la F3. Mais quand on voit les résultats, et depuis plusieurs années, des races qui jouent les yeux dans les yeux avec ART, avec Prema en formule régionale, on se dit que franchement il mériterait vraiment beaucoup d'y être aussi. Donc voilà pour la petite parenthèse. Messieurs, revenons à Sébastien Loeb et terminons avec un petit jeu sur le thème justement de Sébastien Loeb. On va surtout parler rallye raid, mais je ne m'interdis pas une ou deux petites digressions. Êtes-vous prêts? Ça va ressembler un petit peu au juste prix, hein. Pas de choses comme ça. Toujours prêt. Voilà. Du coup, tu fais Vincent Lagaffe, c'est ça? Je fais Vincent Lagaffe, exactement. C'est l'heure du big deal. Sébastien Loeb compte 8 participations au Dakar. Pour combien de podiums final? C'est un jeu de rapidité aussi. 5. J'aurais dit 6, mais... Et c'est 5. Bravo Gonzalo. Deuxième en 2017, en 2021, en 2022. Et troisième en 2019 et en 2023. De quoi faire rougir Thierry Neuville, finalement. 1-0 pour Gonzalo. En 2014 et 2015, Sébastien Loeb a pris part au championnat du monde de tourisme, qui s'appelait à l'époque WTCC. Et il avait fini 3e des 2 années. Combien de victoires avait-il amassé avec sa Citroën C-Élysée sur ces 2 années? 3. 8. Et le point va pour Gonzalo qui est plus proche, puisqu'il en avait remporté 6. 2 sur la première année et 4 sur la deuxième. Bravo Gonzalo. Qui avait été champion en WTCC? José María Lopez, évidemment. Et il est quoi? N'aurait-il pas la même nationalité que toi, Gonzalo? Je sais pas. Argentin, non? Étrange que tu fasses ce petit point. Troisième question, messieurs, êtes-vous prêts? Combien de victoires pour Sébastien Loeb en WRC? 81. Combien? 81. De victoire? Ouais. 64. C'est Dorian qui marque le point avec 80 victoires en WRC, en championnat du monde. Ah bah oui, en plus c'est le Monte Carlo 2022, la 80e. Donc ça fait 2-1. Oui. Réduction de l'écart, attention, cette question peut être décisive, messieurs. Le rallye du Maroc est souvent considéré comme la course préparatoire par excellence pour le Dakar. En 24 ans d'existence, à combien de reprises le vainqueur du Maroc a-t-il aussi été le vainqueur du Dakar? 4. Je sens que Dorian l'a lu dans les pages de Mehdi. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Ok. Et de qui s'agissait-il pour la dernière fois? Ça doit être Nasser Al-Attiyah. Nasser Al-Attiyah. Vous l'avez dit tous les deux en même temps. Ça fait match nul. Il y avait 2-2. Donc ça fait 3-3. Messieurs, merci beaucoup pour votre expertise et votre bonne humeur. Merci à tous d'avoir écouté Outlap, votre tour de sortie du week-end. Vous connaissez la formule désormais. N'oubliez pas de retrouver votre magazine ce lundi soir en numérique et évidemment en kiosque mercredi. On se retrouve la semaine prochaine pour le 10e numéro déjà. Que des numéros 10 dans ma team. Messieurs, bonne semaine à vous et au revoir à tous. Merci Très pour bonne tout. semaine.